Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions concernant la méthodologie et plus précisément le mode des recueils de données. Lors des précédentes séquences vidéo, je vous avais parlé d'une part de la posture de recherche, d'autre part de la démarche de recherche, et j'avais notamment distingué dans le cadre de ma dernière séquence vidéo la démarche hypothético-déductive standard et la démarche empirico-inductive. J'en arrive maintenant au troisième volet concernant le mode de recueil des données, à savoir le choix des méthodes de recherche, en réponse à la question comment peut-on recueillir, collecter des données. Pour recueillir et collecter des données, il faut bien évidemment utiliser, s'appuyer sur un certain nombre de méthodes. Je vais passer en revue très rapidement les méthodes suivantes. Le questionnaire, je n'insisterai pas trop parce que M. Rimbaud vous parlera dans ce même cours, technique d'enquête, de la technique du questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est une méthode de recherche. L'entretien, c'est une autre méthode de recherche. Ensuite, je vous parlerai de l'observation, puis de l'analyse documentaire. Voilà les méthodes de recherche que je vais passer en revue. Commençons rapidement par le questionnaire. Le questionnaire, il est généralement utilisé dans le cadre de la recherche pure, mais pas seulement, et dans le cas d'une démarche hypothético-déductive. Donc, retenez bien l'idée, faites la connexion entre l'utilisation de cette méthode, de cette technique, et la démarche de recherche. Bien souvent, quand on construit un questionnaire, cela veut dire qu'on est dans une démarche hypothético-déductive, dans le sens où bien souvent, cela signifie qu'on va s'efforcer d'affirmer ou de confirmer un ensemble d'hypothèses. Bien souvent, quand on regarde la manière dont on construit un questionnaire, on voit en toile de fond apparaître des hypothèses. À vous d'avoir les idées claires sur les hypothèses qui sont les vôtres avant même que de construire le questionnaire. Le questionnaire a un avantage. Le questionnaire, il permet de recueillir des données précises pour confirmer ou infirmer des hypothèses. C'est aussi la voie royale pour quantifier les phénomènes, pour expliquer les phénomènes. Cela permet d'avoir effectivement du coup un raisonnement rigoureux et des résultats de recherche solides. Voilà pour le questionnaire, je n'insiste pas trop puisque M. Rimbaud vous apportera plus de précision et il est beaucoup plus compétent que moi à ce sujet. J'en arrive à l'entretien. L'entretien, deuxième manière de récolter des données, c'est de faire des entretiens auprès des acteurs. L'entretien, lui, il peut être utilisé quelle que soit la posture de recherche et quel que soit le type de démarche de recherche. Il n'y a pas de contre-indication en la matière. L'entretien a un avantage, il permet de recueillir des données riches et il permet surtout d'accéder au sens que les acteurs donnent à une situation donnée. Donc si le point de vue des acteurs vous intéresse, et si vous avez envie de recueillir des informations riches en lien avec le point de vue qui est celui des acteurs, c'est une bonne idée que d'utiliser l'entretien de recherche. On va alors adopter ce que Weber appelle une démarche compréhensive. On va essayer de se mettre à la place des acteurs pour comprendre le point de vue qui est le leur, pour comprendre le sens qu'ils donnent à la situation qu'ils vivent. Voilà ce que permet l'entretien. On va donc, à travers l'entretien, recueillir nécessairement des données qualitatives et on va s'intéresser à la subjectivité qui est celle des acteurs. Chaque acteur ayant un point de vue subjectif. Il y a différents types d'entretien. L'entretien peut être non directif. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de questions qui ont été planifiées à l'avance que vous allez poser aux acteurs. Vous pouvez avoir juste une question de départ relativement générale et ensuite, c'est une sorte de discussion libre avec les acteurs. La démarche peut être également semi-directive. On parle alors d'entretien semi-directif. Entretien semi-directif, ça sous-tend que vous avez une grille d'entretien avec une liste de questions. Vous allez poser systématiquement les mêmes questions aux différents acteurs. Vous pouvez avoir par exemple une dizaine de questions à poser aux acteurs et vous allez passer ce qui va conditionner, structurer l'entretien, ce sont ces questions. Et vous pouvez aussi avoir une grille d'évaluation pour ensuite interpréter les données issues de l'entretien.
Donc différents types d'entretien, semi-directif, non directif. Donc évidemment, l'entretien non directif, lui, s'apparente à une sorte d'échange libre. Voilà pour l'entretien, pour les entretiens. Autre méthode de recherche, autre méthode qui vous permet de recueillir, de récolter des données, l'observation. En général, quand on est en stage, quand on est en apprentissage, on observe des choses sur le terrain, tout simplement. L'observation, elle est généralement utilisée dans la recherche appliquée ou dans la recherche-action, et dans le cas, souvent, d'une démarche empirico-inductive. L'observation a un avantage. L'observation permet de recueillir des données extrêmement riches et d'observer des événements en train de se produire. Quand vous êtes engagé dans un processus d'observation, c'est que vous observez une action en cours. Il peut être très intéressant de récolter des données, des informations en lien avec cette action en cours. Donc c'est une observation sur le vif, in situ, comme on dit. Il y a différentes formes d'observation. Je ferai tout d'abord une distinction entre l'observation directe et l'observation participante. Quelle est la différence? L'observation directe, cela suppose que vous avez observé une situation. Vous avez par exemple observé une situation de travail, ou vous avez observé une réunion, mais que vous n'avez pas participé à la situation ou à la réunion en question. Vous étiez un simple observateur. Vous n'avez pas réellement influé sur le cours des événements. Vous êtes un simple observateur. Alors que l'observation participante suppose que vous avez non seulement été observateur, mais que vous avez participé à une action en cours. D'où le terme observation participante. Vous avez été actif dans une situation. Vous avez participé au sens fort du terme à une réunion en donnant votre avis et en interagissant avec les acteurs. Dans ce cas-là, il s'agit d'observation participante au sens fort du terme. Donc faites bien cette distinction entre observation directe et observation participante. Et puis je voudrais faire une autre distinction entre observation à découvert et à visage masqué. Observation à visage masqué, cela signifie que vous mentez sur l'identité qui est la vôtre. Vous travestissez votre identité. Des journalistes qui font des enquêtes dans des milieux un petit peu secrets, un peu confidentiels, agissent souvent avec des caméras cachées. Des sociologues peuvent faire ça également, en faussant leur identité. Ça, ils vont faire des observations à visage masqué. Il y a peu de chances que vous fassiez, a priori, ce type d'observation, sauf si on vous demande de faire la taupe dans un service, dans un atelier, dans une usine. Mais a priori, les chances sont faibles, et a priori, il y a beaucoup plus de chances que votre observation soit une observation à visage découvert. C'est-à-dire que les acteurs que vous observez savent parfaitement qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. J'en arrive à une dernière méthode de recherche, dernière manière de récolter des données, l'analyse documentaire. L'analyse documentaire, elle peut être utilisée quelle que soit la posture de recherche et quel que soit le type de démarche de recherche. Il n'y a pas de contre-indication en la matière. Elle permet d'avoir une vision diachronique. Diachronique s'oppose ici à synchronique. Synchronique, une vision synchronique, c'est une vision d'un phénomène à un instant T. Une vision diachronique, c'est une vision dynamique, c'est-à-dire qu'on va explorer, étudier un phénomène qui évolue dans le temps. On s'intéresse à la diachronie de ce phénomène. On travaille donc sur des dynamiques temporelles. Par exemple, vous travaillez sur la conduite d'un projet RH dans l'organisation, vous allez voir comment le projet RH se déploie dans le temps à différentes étapes. Vous êtes engagé, vous allez chercher à avoir une vision diachronique de la conduite de ce projet. Analyse documentaire suppose que vous allez analyser des documents. Ce n'est pas la revue de littérature, attention, ce sont des documents qui ont été produits dans le cadre de l'entreprise. Ça peut être des rapports d'activité, ça peut être des comptes rendus de réunion, ça peut être des documents de cadrage, des notes de service, ça peut être des outils de gestion. Vous pouvez par exemple analyser les fiches d'évaluation du personnel, vous pouvez vous intéresser au système de reporting, vous pouvez analyser des tableaux de bord, vous pouvez vous intéresser aux mains courantes, vous pouvez analyser des courriers. Vous voyez, tout ça, ce sont
ce sont des documents qui sont produits par l'entreprise, ce sont des traces laissées par l'entreprise. Voilà ce que recouvre l'analyse documentaire, à ne pas confondre avec la revue de littérature. Et puis, je voulais vous parler, pour finir, d'un outil transversal qui vous sera bien utile, je pense, c'est le journal de bord, le journal de terrain. Je vous conseille, à partir du moment où vous mettez les pieds sur le terrain, je vous conseille de tenir un journal de bord qui va avoir plusieurs fonctions. Votre journal de bord, il va tout d'abord avoir une fonction de mémoire. Quand on est engagé sur un terrain, la tête dans le guidon, on observe des choses, on entend des choses, mais on les oublie. L'idée, c'est de les noter sur votre journal de bord, sur votre journal de terrain. Il s'agit par exemple de consigner des faits. Il s'agit de rendre compte de ses observations. Il s'agit de rendre compte d'un certain nombre d'événements. Il s'agit aussi tout simplement de noter ses étonnements. J'ai eu il y a plusieurs années une étudiante qui me faisait des rapports d'étonnement. C'était extrêmement intéressant. Il s'agit aussi de formaliser ses idées. Il s'agit d'exprimer son ressenti. Parfois en entreprise, en stage ou sur le lieu de l'apprentissage, on vit des choses difficiles. Difficiles à vivre d'un point de vue affectif, du point de vue émotionnel. Le journal de bord peut avoir une fonction de purge d'un point de vue psychologique. L'écriture, la tenue du journal de bord peut considérablement vous aider à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez sur votre terrain. Donc c'est très utile. Je vous conseille vivement de rédiger votre journal de bord. Voilà pour les différentes méthodes de recherche, les différentes méthodes qui vous permettent de récolter des données. Bien évidemment, on peut utiliser plusieurs méthodes, on peut croiser les méthodes. Moi, par exemple, dans le cadre de mes propres recherches, je m'appuie beaucoup sur le couplage entretien-observation. C'est-à-dire je fais à la fois des observations fines de situation de travail et je fais aussi des entretiens. On peut utiliser comme ça, toutes les combinaisons sont effectivement possibles. C'est ça qui est intéressant. Vous devez, donc dans votre introduction, pour résumer, ou dans un chapitre méthodologie ou dans un sous-chapitre méthodologie, à un moment donné, donc préciser votre posture de recherche, votre démarche de recherche et vos méthodes de recherche. Voilà ce que vous devez impérativement faire, à minima, dans l'introduction. Dans la prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de la structure du mémoire de stage, ainsi que de la soutenance. Au revoir.